Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit test. L'idée est la suivante. Si y a suffisamment de gens qui regardent cette vidéo, la trouvent bien, la commentent, mettent des je t'aime et autres petits gentils messages comme ça, je recommencerai à en faire. L'idée étant de prendre des mains sur le forum de Poker Academy et de les commenter, en faire une vidéo à chaque fois, si possible pas trop long. En prenant plutôt des mains entre la NL5 et la NL25. Et comme je suis quelqu'un de cartésien et que j'aime bien faire des tests qui veulent dire quelque chose, je me suis dit que j'allais plutôt prendre une main de NL100, assez complexe, mais comme ça au moins j'ai des trucs à raconter. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà des vilains qui vont jouer cette main ? Un certain nombre de choses, mais on va commencer par... parce qu'elle a été postée sur le forum par Zugzwang, et comme il a absolument rien dit sur les trois premiers vilains qui ont foldé et la small blind qui a foldé aussi, eh ben on va tout de suite passer à l'action pré-flop. Donc voilà, on a Perdas au bouton, et les trois personnes avant nous fold, ce qui est pas exactement le scénario idéal quand on a Perdas, on préférerait qu'il y ait un peu plus d'action, mais bon, voilà. On relance. Alors si vous êtes un joueur débutant au poker et que vous vous dites que là ça pourrait être intelligent de simplement payer la mise pour tenter genre un limp re-raise et tout, c'est horrible. Je préfère vous le dire tout net, c'est vraiment complètement horrible. Mais bon, il faut relancer systématiquement, quasiment au bouton, surtout quand on a des adversaires derrière qui ont plus de 38,5 BB. Donc la small blind décide de folder. C'est dommage, ces 38,5 BB nous intéressaient, et le vilain en big blind décide de nous coller. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce vilain ? On sait que c'est un joueur qui a l'air plutôt bon, on a des stats qui nous sont données par un tracker, il a 25% de VPIP, 21% de pré-flop raise et 7% de 3-bet, donc déjà ça ressemble plus à un reg. C'est aussi pour ça que c'est intelligent de faire une vidéo là-dessus, c'est-à-dire qu'au départ je veux plutôt faire des vidéos sur fiche versus règle, mais là c'est du règle versus règle. Bon, passons. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh ben, ces stats veulent pas dire grand-chose à part que c'est un règle. Simplement, il nous 3-bet globalement dans 7% des cas. Une des situations dans lesquelles il va le plus nous 3-bet, c'est big blind versus bouton. Du coup, on peut s'attendre à ce qu'il 3-bet beaucoup plus que 7% des cas là. On peut s'attendre à ce qu'il nous 3-bet avec un certain nombre de mains. Savoir quelle est sa range de 3-bet, étant donné qu'on n'a pas de description du style du joueur et qu'on n'a pas non plus on n'a pas vraiment d'image pour l'instant. Bah, c'est assez difficile, on n'a pas non plus le sample size, donc voilà. Zugzwang, si tu regardes cette vidéo, je te conseille de mettre plus d'informations sur le joueur, tu auras des réponses plus précises. Mais, admettons. On se fait donc 3 bêtes, on s'est donc collé, je veux dire, et on voit arriver le flop 8, 7, 3. Bicolore, le 8 n'étant pas de la même couleur que les autres cartes. Et notre adversaire check, donc jusque-là, c'est un plan qui se déroule sans accroc. On fait notre c-bet, parce qu'on va tout le temps faire un bet de continuation sur ce genre de texture, surtout quand on a une paire d'as. C'est le genre de texture sur lequel on va vouloir faire des bets avec, par exemple, une main du genre valet 10 de carreau, en espérant plutôt que notre adversaire fold, et s'il nous call, c'est pas bien grave, on peut toucher un 9, un 10 ou un valet, ce qui a de bonnes chances de faire qu'on ait la meilleure main. Et du coup, bah, pour pouvoir, on va jamais se le payer une paire d'as là-dessus. Déjà parce qu'il y a un certain nombre de mains pour notre adversaire qui ont encore une chance de gagner contre notre paire d'as. Particulièrement les mains avec lesquelles il call pré-flop. S'il nous avait 3 bêtes par exemple, qu'on avait décidé de coller et que le flop était arrivé, ce type de flop, on aurait probablement slow playé notre paire d'as, c'est-à-dire qu'on aurait juste payé sa mise. Là, il se trouve que c'est nous qui avons l'initiative, donc on va faire notre bet de continuation en espérant se faire payer, ou mieux encore, relancer. Surtout qu'on a une information sur notre adversaire, c'est qu'il nous check raise dans 18% des cas. Et donc là, il nous check raise. Alors, là, il faut se poser un tout petit peu et se demander quelle est la range avec laquelle il nous check raise. Bon.
il peut y avoir un certain nombre d'overpairs. Alors, une paire de 9, j'y crois pas trop, c'est très mergé comme range, et on nous dit dans la description de la main que ça fait 15 minutes qu'on est à la table, et qu'il n'y a pas de metagame, donc ça paraît un peu difficile. Quelque part, une paire de rois est beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire qu'il peut très bien avoir décidé de simplement payer notre mise avec une paire de rois pré-flop, soit parce qu'il pense parce qu'il pense qu'on va beaucoup folder s'il nous 3-bet, et pour ça il peut y avoir deux raisons, soit parce que de façon générale on a tendance à beaucoup folder aux 3-bet, ou soit parce que il a jamais 3-bet de la session, ça serait son premier 3-bet, et en règle générale sur notre premier 3-bet on a pas mal de FE, de fold equity, c'est-à-dire qu'on fait souvent folder notre adversaire. Et donc dans ces cas-là, lui peut très bien avoir décidé de slow player sa paire de rois pré-flop. À part ça, il y a paire de 8 et paire de 7, il va très certainement nous coller avec pré-flop, et dans ce cas-là, quand il touche un 7, il va très certainement nous check raise, surtout sur un board qui est aussi drawy. Certes, il a beaucoup de fold equity, mais en même temps, il peut espérer qu'on ait un draw quelconque, qu'on ne le croit pas, qu'on décide de le float, qu'on décide de le 3-bet en bluff parce qu'il check raise beaucoup, enfin plein de choses qui feraient que il a plus intérêt à nous check raise qu'à nous check call, surtout que s'il nous check call, il y a pas mal de turns qui vont l'ennuyer, un pique, un 10, un valet, un 6, enfin toutes ces cartes-là sont plus ou moins intéressantes et vont fragiliser sa main. Donc il a plutôt intérêt à reprendre l'initiative, et toujours dans la même optique, si par exemple on a valet 10 de cœur qui nous check call, que la turn c'est un 2 de cœur qui change pas grand chose au board, il est probable qu'on décide de check back, et donc sur la turn, et que donc il nous laisse une free card, et qu'il fasse pas grossir le pot, ça fera un tout petit pot, sur la river il va bet, de temps en temps il va se faire call, mais il va avoir beaucoup de FE, donc contre les mains de notre range qui sont pas très fortes, de toute façon il a pas tant de choses que ça à espérer de notre part sur ce board. Et du coup, c'est très logique pour lui de nous check raise avec un 7. De la même façon, quand il a collé avec 8-7 suité pré-flop, c'est-à-dire 8-7 de la même couleur, il peut avoir intérêt à nous check raise. Paire de 3, c'est plus compliqué parce que logiquement pré-flop, il l'a foldé. Donc, les mains avec lesquelles il va nous check raise pour value, c'est-à-dire en espérant se faire payer par moins bien très souvent, c'est paire de 8, paire de 7, 8-7 de la même couleur, donc ça laisse que 8-7 de carreau, de carreau et de cœur. Et à part ça, de temps en temps une paire de 3, de temps en temps une paire de roi, très rarement une paire de 9, ou une paire de 10. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un peu ambitieux comme check raise, et ensuite, c'est des paires de 10, par exemple, c'est une main qui va très souvent 3-bet pré-flop, je pense. Donc, à ce stade, on a la range avec laquelle il fait ça pour value, et on a un petit problème, c'est que toutes ces mains-là battent paire d'as. Sauf paire de roi. Avec quoi est-ce qu'il va nous faire ça avec quoi est-ce qu'il va faire ça en semi-bluff? Des flush draws à pique, alors pas n'importe quel flush draw, des flush draws qui ont quelque chose en plus. Alors ça tombe bien, parce que s'il a collé avec un connecteur suité à pique pré-flop, vu qu'il y a le 7 de pique, ça laisse quoi comme possibilité? 9-8, 19, valet 10, 6-5, c'est pas sûr qu'il colle avec. Bon, c'est toutes des mains qui, en plus du flush draw à pique, ont soit un gut shot, soit une open ended, soit une paire, en plus. Donc c'est que des mains assez fortes, mine de rien. Alors, ça fait pas non plus beaucoup de combos, mais ces mains-là, il va pas les folder contre notre paire d'as. Le problème, c'est qu'on est on a entre 45 et 55% d'equity contre ces mains-là. Et il va pas les folder au flop. Donc, c'est pas que ça nous intéresse pas d'être all-in sur le flop contre ces mains-là, parce qu'il y a un peu de dead money, et voilà. Et on a de la fold equity, parce que vu qu'il check raise dans 18% des cas, il va check raise encore plus souvent sur les boards à 8 high, encore plus souvent quand il est big blind contre bouton. Bon, on peut s'attendre à ce qu'il nous check raise dans 25 à 33% des cas. Là, je vous garantis qu'il n'y a pas que des sets et des bons flush draws à pique. Mais globalement, ça c'est les mains à la fois en semi-bluff
et en value avec lesquels il va check raise pour se stack off sur ce type de board. Et puis après, avec quoi est-ce qu'il va check raise beaucoup plus en bluff? Et ben, par exemple 2 over et un backdoor flush draw à trèfle. Pourquoi? Bah parce qu'il va se dire qu'il nous check raise. Si un trèfle touche turn, il peut continuer. On va coller, mais il aura beaucoup d'equity, donc il peut espérer gagner un gros pot à la river s'il touche. Si un pick touche turn, il va continuer en bluff en pouvant représenter le flush draw à pick et espérer nous faire folder un certain nombre de mains moyennes avec lesquelles on aurait décidé de coller sur le flop. Par exemple un 9-8 de cœur. Il va nous check raise aussi avec des mains du genre 2 over moins fortes, mais un trèfle en plus, c'est intéressant. De temps en temps en pur bluff, roi dame de cœur par exemple. De temps en temps avec des mains du genre roi dame de pique. Un peu tout ce type de mains là, et ça fait beaucoup de combos de bluff par rapport aux combos de semi-bluff avec lesquels il est prêt à se stack off et aux combos pour value. Donc on pourrait se dire que c'est intéressant de raiser sur le flop là, puisqu'il y a beaucoup de mains avec lesquelles il va devoir folder un raise. C'est vrai. Néanmoins, on a l'as de pique, et parmi les mains qu'on aimerait avoir en face de nous quand on a paire d'as sur ce board-là, pour ce stack-off, les mains qui nous intéresseraient le plus, ce serait par exemple les As-X à pique, c'est-à-dire As-10, As-Valet, As-9, As-6, As-5, As-4, As-3, As-2. Toutes ces mains-là, ça nous intéresserait beaucoup de les avoir dans la range de stack-off de notre adversaire, parce que c'est des mains qu'on domine réellement. Et là, comme on a l'As de pique, il n'y a pas tant de mains qu'on domine réellement. On va dire qu'il y a Roi-Dame et Roi-Valet de pique, s'il est 3 bêtes pas pré-flop et qu'il accepte de se stack-off sur ce type de board avec. On va dire qu'il y a... c'est à peu près tout en fait. C'est à peu près tout parce que... Dame Valet de pique. Voilà. Le problème c'est que dès qu'on commence à descendre, par exemple, Valet 10 de pique, la simple présence du 9 en plus fait que notre adversaire a 12 out, donc quasiment 50% d'equity. C'est trop. Enfin c'est trop. C'est pas que c'est trop, mais on domine pas vraiment. Donc il reste les éventuelles paires de rois slow playées pré-flop, paires de dames ou ce genre de choses. Bon, c'est pas idéal. Donc avec l'as de pique, il n'y a pas tellement de mains dans sa range de stack-off qu'on domine réellement. Par contre, si on avait as de cœur, as de trèfle, il y en aurait beaucoup plus. Et éventuellement, la paire d'as qu'on préférerait avoir, c'est as de cœur, as de carreau, parce que ça permettrait d'être dans une situation où potentiellement notre adversaire pourrait nous check raise non seulement avec ses flush draws, mais aussi avec ses backdoor flush draws, note C. Donc par exemple une main du genre As-10 de trèfle, c'est plutôt bien de check raise sur ce genre de board avec ce type de main. Donc ça augmenterait notre FE à la fois sur le 3-bet, et en plus ça augmenterait notre value quand on se retrouve all-in sur le flop, puisqu'on aurait un certain nombre de notes flush draw en face de nous. Donc voilà, là il se trouve qu'on a les 2 as qui nous ennuient, donc c'est vraiment pas idéal de se retrouver all-in sur ce flop avec notre main. Donc du coup, le plan, ce qu'il faut se dire là, c'est qu'est-ce qui se passe si on call? Si on call, supposons qu'un pic tombe. C'est pas très grave, notre adversaire rebête. S'il a la flush, on a toujours 7 out. Bon, c'est pas un call idéal, mais voilà. S'il a pas la flush, on est carrément bien. Et par exemple, s'il a 2 paires, ça a augmenté nettement notre equity, ou s'il a un 7, ça a augmenté nettement notre equity. Alors qu'on était pas très bien avant contre un 7, on commence à avoir une equity correcte pour la river, et alors que face à 8-7, il fallait que le board perd, là on a une autre solution, il suffit de toucher un 4e pic. S'il a paire de roi et qu'il n'a pas le roi de pique, là on va avoir du mal à lui prendre sa stack alors qu'on lui aurait prise au flop. C'est pas très grave, c'est une toute petite partie de sa range. S'il a un backdoor flush draw à trèfle par exemple, il va se servir du pick comme un bluffing out. Donc non seulement on gagne son bet à 14 qu'on aurait gagné, mais on va en plus gagner un bet relativement gros sur la turn. Voire un 3e barrel river quand il décide de bluffer en triple barrel et qu'on décide de coller. Donc en fait on se rend compte que quand on call, on n'est pas dans une situation catastrophique sur un pick turn. Et de la même façon, quand on call et que c'est une blanque et que notre adversaire rebête, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, quand il a un combo draw qu'il n'a pas touché sur la turn,
son equity, elle passe de quasiment 50% à quelque chose entre 25 et 30% face à une paire d'as. Donc elle s'effondre complètement. Donc là, ça nous intéresse beaucoup plus d'être all-in et de jouer notre stack dans une situation de 70-30 que de jouer notre stack dans une situation de 55-45, on va dire. Donc ça, c'est le premier intérêt énorme. Le deuxième intérêt, c'est que il va très facilement se commit, parce que là, il a mis 14. Donc si on call, ça va faire 28 plus 6,50, 34,50. Supposons qu'il fasse un bet à 25. On avait 85 de stack effective là. Enfin, on va arriver sur la turn, pardon, avec 85. Donc il lui restera 60 à coller dans un pot de un peu plus de 200. Inutile de dire qu'avec 30% d'equity, il est commit. Qu'il fold ou qu'il call, ça change rien pour nous. Bon, on perd un peu d'equity face au 7, c'est-à-dire qu'on passe de 10% à 5%. Big deal. Voilà quoi, globalement, beaucoup plus intéressant pour nous de nous retrouver all-in avec notre main sur la turn. Donc c'est pour ça que quand j'ai l'as de pique dans cette situation-là, et que je me fais check raise par un adversaire compétent qui check raise beaucoup au flop, qui est d'autant plus susceptible de check raise sur ce genre de flop, qui va avoir moins de notes flush draw avec lesquelles il va accepter de se stack off, qui sont les mains contre lesquelles j'ai envie de me stack off avec une paire d'as sur ce flop, je vais avoir tendance à coller, le laisser bet turn, et aller all-in sur les turns qui m'intéressent. Sachant qu'il y a relativement peu de turns sur lesquels je vais lui donner de la FE, éventuellement, parmi les turns qui m'ennuieraient le plus, ça serait par exemple un 8. Parmi les turns que j'ai le plus envie de voir, ça serait, par exemple, une dame de trèfle, ou un roi de trèfle. Pourquoi ? Parce que mon adversaire peut me check raise sur le board avec un backdoor flush draw plus quelque chose. Ce que ça signifie, s'il touche son backdoor flush draw et qu'il avait, par exemple, open-ended, qu'il a énormément gagné en equity, mais que je suis toujours favori contre lui sur la turn, et que en plus, comme c'est une dame, ou un roi, ou un valet de trèfle, par exemple, c'est une main qui potentiellement peut faire peur aux mains avec lesquelles je serais tenté, aux mains faibles, par exemple un 8-9, avec lesquelles je serais tenté de coller son check raise sur le flop. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup de le laisser bet, et en termes de metagame, d'avoir une range de raise après avoir collé sur le flop quand il bet sur la turn, c'est très intéressant. Donc, parlons maintenant un peu de façon plus générale de la répartition de mes ranges à moi. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand je me fais check raise là-dessus, je vais 3 bet quasiment systématiquement un montant entre 28 et 30 pour pas donner l'impression que je suis commit quand que je suis commit de façon générale, pour pas investir trop, pour avoir un bon risk-reward, c'est-à-dire que je vais risquer grosso modo 28 à 30 pour gagner 24-50. J'ai besoin que ça marche légèrement plus de une fois sur deux pour être rentable sur mon bluff. Et enfin, pour donner l'impression à mon adversaire qu'il a de la fold equity sur un push, que je suis pas commit. Et en plus, ça va être vrai, parce que je vais le faire avec des mains du genre dame-valet de trèfle. Je me dis que, au pire, si mon adversaire call et que je touche une dame, un valet ou un trèfle, qui check, je vais pouvoir aller all-in sur la turn. Voire un as ou un roi. Mais, globalement, avec quoi je vais faire ça ? Avec paire d'as sans l'as de pique, paire de roi sans le roi de pique, paire de 8, paire de 7, paire de 3, 8, 7, qui sont toutes des mains qui ont l'avantage d'avoir une très bonne equity contre ces draws. Note flush draw, parce que ça va dominer un certain nombre de ces draws et je vais avoir une plutôt bonne equity. Et puis surtout, même si je vais pas être monstrueusement gagnant sur le call du push, je vais quand même être pas mal gagnant sur la FE que j'ai sur le flop. Et ça m'intéresse de gagner tout de suite un pot de 24-50 quand j'ai un note flush draw. Et à part ça, en bluff, un certain nombre de backdoor flush draw plus 2 over, ou backdoor flush draw plus gut shot, mais éventuellement plutôt un mauvais gut shot, par exemple 5-4 de trèfle. Ou 6-5 de trèfle, absolument. Enfin, 6-5 de trèfle, c'est une open-ended, donc c'est gênant quand il va all-in. Mais bon, ouais, 5-4 de trèfle, et éventuellement des mains du genre As-4 de trèfle, As-4 de trèfle, As-3 de trèfle, As-7 de trèfle, ce genre de mains qui... Enfin, quand j'ai une paire, ça m'ennuie un peu plus, mais voilà, des mains comme ça. Et puis de temps en temps, un random bluff. Donc notre adversaire a de la FE sur son push, il a intérêt à pusher avec ses draws. Quand il fold un mauvais flush draw, par exemple, il fait une assez grosse erreur contre ma range. Et en même temps, quand il push avec un combo draw, il n'est pas favori, ma range de call est plutôt bien faite pour combattre ces combos draw. Donc voilà.
Et puis les mains avec lesquelles je vais coller et pusher sur la turn, ça va être quoi? Bah, potentiellement, déjà quelques draws du genre roi dame de pique, dame valet de pique, ça me dérange pas trop de les coller, de voir une turn et de voir ce qui se passe. Ça m'intéresse d'avoir quelques draws qui peuvent réagir sur une over que le gars va souvent bet, avec lesquels je suis capable de coller les yeux fermés un bet turn et un bet river sur pique et un autre pique, ou pique et une blanque. Et puis autrement, mes paires d'as avec l'as de pique, mes paires de rois avec le roi de pique, où je vais pusher sur la turn sur une blanque, et potentiellement, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre dans ma range? Paire de dames, paire de valet par exemple, paire de dames, paire de valet, paire de 10, où je vais attendre une safe turn, où je vais être plus exigeant sur la turn qu'avec une paire d'as pour me stack off. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de moi, il y en a quelques-unes qui datent un petit peu sur la chaîne. Autrement, il y en a pas mal sur Poker Academy. Elles sont en accès gratuit. Parfois, il faut être premium pour les voir, mais ça, c'est pas difficile. Il suffit de poster sur le forum. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de laisser un commentaire, blablabla, blablabla, les trucs classiques. Ça me fera plaisir, et puis ça me poussera à en faire d'autres. Et enfin, toujours dans l'optique de voir ce que je fais, vous pouvez me suivre sur Twitter, mon compte c'est JXReno, et sur ce compte j'annonce globalement tout ce que je fais, dès que je fais, je sais pas, un post sur mon blog, vous avez le lien dans la chaîne, YouTube, une nouvelle vidéo sur YouTube, sur Poker Academy ou n'importe quoi de ce style. Si vous avez des termes que vous n'avez pas compris, n'oubliez pas aussi d'aller sur le lexique de Poker Academy, il est très 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 bien fait. C'est Ronaldinho qui a refait ça, enfin pas le vrai, hein, qui a pris comme pseudo Ronaldinho sur Poker Academy, qui a fait ça récemment et il a fait vraiment un excellent travail. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez des putains de commentaires. À la prochaine.